Et Trump, en fait, a avancé cette deadline à 2024. Mais ils essayent d'arriver au-dessus des 5 km pour vraiment dire, vous avez vraiment... il y a un panneau dans le vide, comme ça, à 5 km. Thomas Pesquet a senti, il y a pas longtemps, il y a eu un feu. Enfin, il y a une alarme pour le feu. Et ils ont découvert des fissures. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la review. Aujourd'hui, on va parler spatial. Je vais recevoir deux alumni donc, de l'ECE, promo 2019 et promo 2022. Donc Emma Baltide, promo 2019. Bonjour Emma. Bonjour. Et Lucas Fontaine, promo 2022. Donc il n'est pas encore un alumni, mais bientôt. En devenir. Donc Lucas, tu es président de CE Espace. C'est ça, depuis cette année, ouais. Depuis cette année ou l'année dernière, tu étais déjà Alors l'année dernière et l'année d'avant, j'étais au sein du bureau, on travaillait sur différents projets. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, puis, tu nous as ramené aujourd'hui des petits goodies. Tu fais avec l'ancien logo d'ailleurs. Tu fais ta com, c'est ça. Je te dérange pas. Et non, on travaille sur différents projets et puis on essaye d'amener cette curiosité aux élèves. Et donc moi je continue ça cette année avec de nouveaux éléments. Vous avez fait des projets sympas un petit peu ces dernières années Alors on a gagné le concours dirigeable organisé par l'entreprise Flying Whale l'année dernière. Ouais, vous avez développé en interne avec l'asso. Ouais, c'était... Et avec d'autres assos de l'ECE. Enfin, on avait des membres d'autres assos qui venaient filer un coup de main. Et puis, de base, on avait un projet avec l'Estaca de battre le record étudiant pour une fusée. Pour l'altitude atteinte par une fusée étudiante, qui était de 10 km, on devait le passer à 34. Ouais, tu t'as parlé au passé, non C'était un truc qu'on devait faire. Okay. Et le Covid est passé entre-temps, et du coup... le projet est un peu tombé à l'eau malheureusement, mais... Combien de kilomètres tu m'as dit ? 34 on devait faire. Ah oui, rien que ça. Voilà. D'accord, c'est que le record est à 10 aujourd'hui. Apparemment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est quoi le projet avec le dirigeable En fait, c'est pour accéder à des terrains accidentés. Ouais. En fait, on a développé un système, donc c'était la direction, la récupération de grumes de bois, donc de petits troncs d'arbres, et en fait on devait les stocker sur le dirigeable en lui-même. Okay. Ça c'est dans tout l'aspect de l'aéronautique où ils disent que le dirigeable pourrait être un système alternatif à l'avion dans le futur. Oui, ce serait beaucoup moins émetteur de carbone. C'est un peu autoporteur quoi. Donc, Ok. Et du coup, toi, Emma, t'es alumni, une vraie. Oui. T'es promo... Non, promo 2019. 2019. J'attends toujours mon diplôme. Ouais, du coup. Et depuis, t'as fait... j'ai cru voir que t'allais continuer un peu les études. Ouais, du coup, j'ai fait un master spécialisé à Super-Héros, donc après le CE. Et j'ai pu aussi faire, en parallèle de cette année-là, un projet avec le CNES, qui est le projet Parabole, donc qui consiste à faire voler ton expérience dans un vol parabolique. Okay. Et donc c'est ouvert un peu à... T'as 3 équipes de lycéens et 3 équipes d'étudiants en école supérieure qui peuvent participer et ils sont choisis sur dossier en fait. Ok. Et t'as gagné du coup ce concours Ouais, du coup on a été choisis avec 2 autres équipes étudiantes pour participer à cette campagne de vol qui est sur 3 jours. Et donc parmi les membres de l'équipe, t'as 2 personnes qui peuvent voler. Et donc t'as fait un vol... Moi je l'ai pas fait, parce qu'on a fait un tirage au sort, on était 6 dans l'équipe, donc il fallait bien choisir les 2 personnes qui allaient voler. Et du coup le projet, en soi c'était quoi Donc en soi, c'était sur le thème des débris spatiaux. Ouais. Enfin, nous on a choisi ce thème-là parce que ça nous tenait à cœur. Et le but c'était de récupérer un CubeSat, parce qu'on sait que les CubeSats, il y en a beaucoup et de plus en plus en orbite basse. Moins d'un mètre cube, quoi, c'est vraiment un petit truc. Ouais, en fait, un CubeSat c'est 10 cm. Enfin, un U, c'est l'unité standard pour un CubeSat, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et après, tu peux les assembler pour faire des CubeSats plus gros. Et nous, on est parti sur juste, je crois qu'on avait pris 1,5 U pour observer un peu son mouvement en microgravité, comment il tourne. Voir un peu si les conditions sont exactement les mêmes que dans l'espace. C'est pas trop le cas parce que dans l'avion, t'as un peu des perturbations. Donc t'as un mouvement qui est... Ouais, voilà, c'est pas de la 0G parfaite. Et surtout que nous, on avait quelques turbulences au moment du vol. Okay. Et le but, c'était de pouvoir le récupérer avec un bras robotique pour un peu... mimer un peu l'effet que ferait un chasseur de débris en orbite. Pour pouvoir récupérer ces mini-satellites
Donc comme un Canadarm en fait. Comme un. Ouais, le barrage du coup qui est sur l'ISS. Oui, c'est ça, mais bon, beaucoup plus petit. Hein. C'est pas une chose, mais ouais. Et tu m'as dit que tu allais bientôt partir vers de nouveaux horizons. Ouais. Du coup, je commence un travail chez OneWeb, donc à Londres. Et je serai donc dans l'équipe opération, donc ceux qui contrôlent. Pour ceux qui ne connaissent pas OneWeb, c'est le concurrent de SpaceX, de Starlink en tout cas. Oui, de SpaceX du coup de Starlink. Du coup c'est les méga constellations. Constellation de satellites pour l'internet mondial. Pour les télécommunications, l'internet. Ok. Dernièrement, les gars, on a beaucoup parlé du spatial à travers le tourisme. Donc les lancements qu'il y a eu avec Jeff Bezos, les derniers Inspiration 4, la mission qui est documentée sur Netflix avec SpaceX. Donc ça a beaucoup remis en question un petit peu l'intérêt d'aller dans l'espace. On a beaucoup du coup centré les débats là-dessus. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'intérêt de l'exploration spatiale à la base, pourquoi on fait ça. Parce qu'à la base, c'est pas forcément pour envoyer des milliardaires, on se doute bien. Et je voudrais qu'on parle un petit peu, pour commencer, de l'ISS, des dernières actualités qui sont passées donc, autour de l'ISS, donc cette spatiale internationale qui existe depuis plus de 20 ans et dans laquelle on a pu faire pas mal de découvertes ces dernières années. Donc on a la chance d'avoir un Français quand même depuis quelques semaines, mois maintenant, pour la deuxième fois dans l'ISS, donc les Thomas Pesquet. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qu'il fait. Sur Instagram, il est hyper actif, il poste 4 fois par jour. Pareil sur Twitter, c'est fou. Je sais pas comment il a le temps de poster autant, mais... C'est un peu le community manager de la station. Il est pas mal suivi. Il s'appelle le photographe de la station, je crois lui-même, ou ses collègues l'appellent. Il fait pas mal de photos sur Twitter, on trouve souvent, il poste différentes localisations et il s'amuse surtout sur Instagram. En fait, il met une photo d'un endroit, de jour ou de nuit, et il dit trouver où c'est, ce genre de choses. Mais il y a des photos qui sont très très jolies. Moi j'arrive jamais à trouver ça, c'est une galère. Toutes les villes se ressemblent un peu Donc il y a Pesquet qui est depuis un petit moment et qui est aussi un peu le symbole de la France, parce que c'est l'astronaute français qui est actuellement dans la station. Il est capitaine de la mission en plus. Oui, c'est ça, c'est pas rien. Mission Alpha. Je me rappelle plus du nom. Mission Alpha peut-être. Ok, Mission Alpha du coup il est arrivé en avril, c'est ça, je me semble. Ouais, je crois que fin avril. Vers le mois d'avril, et du coup il est arrivé avec une fusée SpaceX, genre les tout derniers capsules toutes neuves là, tout équipé avec le nouveau casque hyper stylé. Les écrans tactiles. Les écrans tactiles. Moi j'ai vu ça, j'ai fait hyper confort. Il y a encore 2 ans, je crois, ou 3 ans, il voyageait que la Soyuz, c'était avec limite, c'était un modem 46K avec des petits boutons et tout. Et là ils sont passés tout digital. Enfin moi franchement ça me fait rêver quand je vois le côté. Ils ont de l'espace aussi. Avant quoi. Je pense qu'ils ont enlevé un peu tous les appareils qui étaient comme ça, qui ils ont collé une tablette au plafond, puis voilà, c'est tout. Mais c'est sûr qu'il y a un gain technologique énorme entre les deux, quoi. Bah ouais, et franchement, ça me fait rêver. Je pense que j'ai hâte de voir un peu la série Netflix, là, j'ai pas terminé. Moi, j'ai pas commencé, tu m'as dit. Franchement, j'ai vu le début, c'est vrai que les équipements ont vraiment l'air high-tech de ouf, et ça fait rêver. Mais pour revenir sur l'ISS, qu'est-ce que vous avez vu des trucs un petit peu qui vous ont marqué sur Pesquet, ses expériences, tout ça? Bah moi je voyais pas mal plus, parce que bon, il faut savoir que Pesquet avant il était pilote, donc il s'occupe aussi pas mal de la navigation, et dans les différentes vidéos, là j'en vois quelques-unes défiler à l'écran, soit il montre comment les astronautes ils vivent un peu au bord de la station, c'est très intéressant, mais moi personnellement ce que je regarde pas mal c'est comment ils dirigent les différents modules. Et il y a pas longtemps ils ont dû rediriger d'ailleurs un module justement, et ils montraient la vidéo où il disait comment bouger un module en fait sur la station. On le voyait le module se décrocher et se remettre. Mais ils avaient pas dû tourner la station, enfin j'ai vu ça un moment, tourner la station à 360 degrés, je sais pas, j'ai vu ça à un moment, j'ai pas trop compris pourquoi. Le principe même de déplacer la station, moi je l'ai appris il y a pas longtemps, que oui il y avait des petits propulseurs d'ergol ou de je sais pas quel gaz qui viennent du coup réorienter ou propulser la station d'une certaine position. Parce qu'il faut aussi qu'ils remontent un peu la station, parce que la tendance à descendre, bah oui. Elle tombe pourquoi? À cause de la gravité, et t'as l'atmosphère aussi qui. Le reste de l'atmosphère qui. Donc il y a quand même un peu de frottement à cette altitude? Un petit peu, mais. Donc c'est pas. Ouais, moi je pensais que c'était le vide complet, ok. Donc la station, pour rappeler, elle est à quelle altitude? 400 km. 400 km, ok. Sachant que l'espace, c'est à partir de 100 km, je crois. Il y a une limite, la limite qui est déterminée comme étant l'espace.
Justement, c'est ce que quand tu disais là le tourisme spatial, quand ils veulent envoyer des gens dans l'espace, ils essayent de franchir cette limite. Donc aujourd'hui, ils sont aux alentours de 80 km, mais ils essayent d'arriver au-dessus des 5 km pour vraiment dire vous avez vraiment. Il y a un panneau dans le vide comme ça à 5 km. C'est pour ça qu'il y a que SpaceX qui a réussi. Ouais, c'est pour ça que je crois que Blue Origin, ils ont été contestés parce qu'on leur a dit non, que les gars, 80 km, c'est pas ça. Ouais. Ou c'est Virgin Galactic qui est allé à 80 km, je sais plus un des deux. Je crois que Blue Origin veut faire les 100 km, mais ils y sont pas encore. Ouais. Ils y sont pas encore, ni l'un ni l'autre. Il y a que SpaceX. Ouais, mais avec SpaceX, du coup, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ils ont quand même fait, comparé aux autres, ils ont quand même fait un vol qui était incroyable, 3 jours pour des touristes, quoi. 3 jours, c'est quand même pas mal. Puis là, ils sont pas allés à 100 km, ils sont allés à 450 ou 600, je sais plus combien. Ils sont allés au-dessus de la l'ISS, quoi. Au-dessus de l'ISS, ouais. Et d'ailleurs, l'ISS, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a moyen qu'on ne la voit plus d'ici 2025-2026. C'est censé arrêter d'être financé par les agences en 2025. Après, il est peut-être possible qu'elle soit financée par des Vous pensez qu'elle peut être rachetée ? Ouais. Pourquoi pas, ouais. La NASA a parlé de peut-être la faire basculer dans le domaine privé. Et là, il y aurait certainement des entreprises qui voudraient mettre un pied dans l'espace. Ouais. Et au final, c'est en quelque sorte un pied-à-terre dans l'espace. L'ISS, c'est 900 mètres cubes d'espace, dont 400 habitables. Donc ça représente quand même une petite surface de bureau. Ouais, c'est vrai. Mais après, s'ils la vendent, c'est aussi qu'il y a peut-être elle est plus opérationnelle, quoi. Je pense qu'elle est toujours opérationnelle, mais je pense qu'on a fait un peu tous les tests qu'on peut faire. Ouais, c'est possible, bien sûr. Et puis ils veulent partir sur la Lune, faire d'autres choses. Ça pourrait financer d'autres projets. Ouais. Et après, pourquoi pas ramener l'ISS, je sais pas, vers la Lune, pour réutiliser des modules, je sais pas. Peut-être. Ouais, ambitieux, j'ai pas pensé. Les modules, je pense qu'ils vont un peu vieillir. Il y avait des histoires là, l'actualité, où Thomas Pesquet a senti il y a pas longtemps, il y a eu un feu. Enfin, il y a une alarme pour le feu. Et ils ont découvert des fissures aussi récemment. Donc, ça fait peur. Moi, j'aurais pas envie de rester très longtemps. Quand tu sais que t'es entouré de vide, quand même. Ouais, ça fait un peu film catastrophe, tu sais, les SS fissures, des aliens introduits dans des. Même pas forcément sur des aliens, mais je pense mais tu sais, comme dans les boîtes de pétri, là, comme dans le film Life, là, où t'as les petites boîtes de pétri, et là, le gars il se rend compte qu'en fait, c'est une molécule alien qui va se développer et qui va tout le tuer. C'est un peu Venom, quoi. Non, après, je pense qu'ils sont un peu contents d'aller faire des sorties extra. Mais d'ailleurs, sur ces sorties extravéhiculaires, j'ai vu, du coup, grâce au compte Instagram, grâce aux publications de Thomas Pesquet, que c'est pas comme dans les films, quoi. C'est pas le gars qui il enfile son truc, il ouvre la porte, il sort. Non, il s'accroche, il monte l'échelle, les gars, ils mettent, je crois, 5 heures à se préparer, j'ai vu. Ouais. Et tout est coordonné avant. En fait, les missions qu'ils veulent faire dans l'espace, c'est pas j'ai 2 heures devant moi, je vais faire une petite balade. En fait, ils sont envoyés dans l'espace avec le but de faire ces missions. Quand ils ont fait la première sortie extravéhiculaire de 2 femmes. Ouais. Ils sont préparés et ils font ça dans des piscines. La NASA, ils ont des répliques en fait des différents modules sur Terre et ils s'entraînent en piscine en combinaison parce que, c'est quand même, on a une mobilité qui est quand même assez réduite. Ça reproduit un petit peu la microgravité, je pense. Ouais. Ça et aussi pour s'entraîner, ils ont des machines quand même particulières où ils sont attachés. Ils font un peu d'acrobranche à la piscine. Ouais, c'est ça. Ils ont des mousquetons. Donc si on n'a plus d'ISS à partir de 2024. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi ? Ils vont reconstruire une autre ? Alors, il y a un projet, apparemment, il y aurait certainement... ils sont en train d'envisager la possibilité que l'Occident crée une nouvelle station. L'Occident, c'est-à-dire l'Occident les ESA, en quelque sorte, principalement. Donc, toujours en orbite terrestre. Mais avec les annonces de Trump et le projet Artemis de la NASA, je pense que ça risque plus d'être tourné vers la gateway du projet Artemis. C'est-à-dire, il a annoncé quoi, Trump Alors en fait, Trump, donc la NASA avait pour objectif d'ici 2028 de remettre des humains sur la Lune, et Trump en fait a avancé cette deadline à 2024. Et donc du coup, ils ont relancé un programme, le programme Artemis, pour faire écho un peu à Apollon, parce que dans la mythologie grecque, ils sont jumeaux. Et en fait, ils vont envoyer des humains sur la Lune, mais cette fois pour y rester. Donc les premiers vols habités sont en 2024. Et c'est dans l'objectif, de par la suite... Établir vraiment une base lunaire. Établir une base lunaire, ouais.